Bonjour, l'Union européenne est notre sujet. Le sentiment d'appartenir à la France ou le sentiment d'appartenir à l'Allemagne, ce sont des sentiments très forts chez les personnes qui habitent dans ces pays. En revanche, le sentiment d'appartenir à l'Union européenne, il est plus faible. Il est partagé par certains Européens, mais pas par d'autres. À l'occasion de cette crise sanitaire que nous vivons, la Covid-19, une crise économique s'annonce. La multiplication du chômage est en train de se produire. Du coup, 2 pays de l'Union européenne ont pris une initiative, c'était le 18 mai dernier. Ces 2 pays se sont exprimés pour proposer un plan de 500 milliards d'euros pour relancer les entreprises et l'économie dans cette période de déconfinement. Alors, on voit ici ces 2 chefs d'État, on va les voir un petit peu mieux. Distanciation sociale oblige, ils se sont exprimés sans se réunir de manière virtuelle, et ils ont présenté donc leurs propositions aux autres pays de l'Union européenne et à tous les habitants de l'Union européenne, en ayant chacun derrière eux des drapeaux qui sont des symboles de la France, symbole de l'Allemagne, très fort, très apprécié, et puis le symbole de l'Union européenne. Un symbole qui est connu, malgré tout, que vous connaissez, je pense, sur fond bleu, il y a un drapeau de l'Union européenne avec 12 étoiles qui sont disposées dans un cercle parfait. Le nombre 12 est un nombre très ancien, les 12 travaux d'Hercule, les 12 chevaliers de la table ronde, par exemple, c'est un chiffre parfait, ou les 12 heures qu'on trouve sur une pendule. On reviendra un petit peu plus loin sur le sens aussi de cette image. Alors, cette Union européenne, elle est née, elle n'avait pas le nom d'Union européenne à l'origine, on avait un exercice la CEE, puis avant il y a la CK aussi, on va le voir. Elle est née en 1950 dans l'idée de certains Européens qui se sont dit, on est en 1950, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'idée c'est qu'il faut reconstruire l'Europe, qu'il faut cesser les guerres et peut-être se mettre en commun, être solidaire. Ce serait une bonne idée, une véritable idée. Le 9 mai 1950, certains hommes se réunissent et annoncent que l'on va mettre en place un début d'Union européenne entre 6 pays. Le 9 mai est aujourd'hui le jour de la fête de l'Europe. Comme il y a une fête nationale pour la France le 14 juillet, il y a une fête nationale pour l'Europe. On a retenu cette date du 9 mai. Parmi ces hommes qui se réunissent, il y a Paul-Henri Spaak qui avait son texte dans l'exercice que je proposais. Il y a aussi un Français, Maurice Schumann, qui est représenté ici. Ces pays, 6, décident de créer la CK, c'est-à-dire qu'entre eux, il n'y ait plus de frontières pour le charbon et l'acier. À l'époque, on a besoin du charbon pour se chauffer, et l'industrie, elle fonctionne essentiellement avec de l'acier et du charbon, mais encore dans des industries qui fonctionnent de cette manière. Donc les pays, ces 6 pays vont pouvoir s'échanger ces produits sans payer de taxes, sans payer de droits de douane. J'ai expliqué ce que ça voulait dire. Ils ne sont que 6. Ça fonctionne tellement bien qu'en 1957, ces 6 pays décident de créer la Communauté économique européenne. Cette fois-ci, ça n'est plus uniquement pour le charbon et pour l'acier, c'est aussi pour tous les produits que peuvent fabriquer ces 6 pays. Les produits agricoles, par exemple. Donc les produits agricoles français vont pouvoir être vendus en Allemagne dans des magasins ou sur les marchés sans être plus chers, hormis le coût de transport évidemment, mais sans avoir à payer de droits de douane. Bon. C'est ce qu'on appelle le traité de Rome, en 1957. Bien sûr, il y a de l'autre côté de ces 6 pays, un pays qui est une superpuissance avec ses pays satellites. C'est une menace pour les pays de cette CE. Cette CE a un tel succès que des pays de l'Europe du Sud, Espagne, Portugal, Grèce ou de l'Europe du Nord, Irlande, Royaume-Uni, Danemark demandent et obtiennent d'entrer dans cette CEE à l'époque, cette CEE qui se constitue, qui est alliée des États-Unis et qui se sent menacée par l'URSS et ses satellites. Cette CEE, elle a un drapeau, bien sûr,
On le voit ici, il y a les différents drapeaux des pays membres. Elle a aussi une devise, unité dans la diversité, diversité des cultures en Europe, des langues, ça c'est une réalité. Et puis elle a aussi un hymne, un chant, qui est l'Ode à la joie de Beethoven. Ce sont les symboles, parce que pour avoir un sentiment européen, il faut quand même des symboles auxquels on puisse se retrouver quand même quand on est européen. On les revoit là ici, ces différents symboles avec la journée. Elle est là, la journée ici, le 9 mai. Voilà, c'est une affiche pour mettre en valeur la journée de l'Europe le 9 mai qui est souvent oubliée. Ça montre bien que le sentiment d'appartenance n'est pas très fort dans certains pays de l'Union européenne. Alors, ce drapeau de l'Union européenne, en fait, c'est un symbole très ancien qu'on peut retrouver sur certains vitraux qui datent du Moyen-Âge dans les églises. On le voit là, vous voyez, 12 étoiles sur fond bleu. Alors pourquoi? Parce que le bleu, c'est la couleur de la Vierge. L'Europe, elle est chrétienne, il y a plein d'églises partout. Donc le bleu, c'est la couleur de la Vierge depuis longtemps. Et puis, quand on met 12 étoiles jaunes, c'est le symbole, ça signifie la Vierge sur les vitraux. Donc, c'est pas tellement surprenant que les fondateurs de l'Union européenne, ils aient repris ce symbole parce que la plupart de ces pays ont une histoire chrétienne, ils ont été chrétiens et parfois ils le sont encore, même si beaucoup d'habitants ne sont plus croyants. Alors, cette Union européenne, elle a créé aussi une monnaie, elle a été créée en 1992, cette monnaie, puis mise en circulation 10 ans plus tard. Sur cette monnaie, il n'y a pas trop de symboles par contre, à part le symbole de l'Union européenne. On voit des arcs, des ponts, mais on ne voit pas de symbole fort qui montre qu'on est attaché, qu'on puisse se reconnaître. Là aussi, vous voyez, on voit un arc là, il est gothique, on voit le continent européen, mais il n'y a pas de symbole fort comme on peut le retrouver sur les billets d'autres pays, par exemple aux États-Unis, ou même sur les billets français qui existaient avant l'euro, ou les billets allemands. On voit quoi? On voit George Washington sur le billet de 1 dollar, on voit le drapeau américain, l'aigle américain, vous voyez, sur l'autre face. On voit le symbole des Lumières dont on avait déjà parlé. Ça identifie, les Américains se disent on est républicain, on est américain, on reconnaît Washington, c'était notre fondateur, etc. Bon, on retrouve quand même quelques symboles sur les pièces. Alors souvent sur l'avers, c'est la même figure, c'est-à-dire on retrouve la forme géographique de l'Union européenne. Par contre, sur le revers, on va ici là pour l'Allemagne, l'aigle allemand, et puis sur le revers français, on peut trouver, ça dépend des éditions, donc là on en retrouve la devise française, avec un arbre de la liberté, RF, République française, et puis ici l'hexagone, la forme géométrique de la France. Mais ce sont des symboles français, symboles allemands. C'est pas un symbole européen, vraiment, très fort. Oui. Alors, le traité de Maastricht en 1992, il crée l'Union européenne, qui est vraiment créée à ce moment-là, on ne l'appelle plus la CEE. Il crée l'Union européenne, il crée vraiment l'euro, la nouvelle monnaie dont on voit ici le symbole. Il crée la citoyenneté européenne. Désormais, quand on est français, on est citoyen français, on est également citoyen européen. Ce que l'on voit très bien ici, là, sur ce passeport. On a 2 citoyennetés, avec des droits. Parce que quand on est européen, on a des droits nouveaux. On peut voyager dans toute l'Union européenne, on peut s'installer dans un pays de l'Union européenne, y faire sa vie, y travailler. Par exemple, on peut voter aussi. On va voir à quelles élections. Bon, c'est d'immenses libertés nouvelles. Voilà. L'Union européenne, c'est 28 pays en 2016, avec un pays qui quitte l'Union européenne, qui demande à quitter et qui est parti là au début de l'année 2020. Dans l'Union européenne, l'institution qui est démocratique mais qui a peu de poids, finalement c'est pas elle qui décide, c'est le Parlement, que l'on retrouve ici. Là c'est une vue de l'hémicycle, ce demi-cercle, depuis les tribunes, là où on s'exprime. Voilà. Ce Parlement, il est élu au suffrage universel direct par tous les Européens. Ça a été le cas en 2019, il y a une élection pour 5 ans. Attention, c'est pas une élection le même jour pour tout le monde dans toute l'Union européenne, non. Chaque pays vote à un jour différent et vote pour ses propres députés. Les députés français, les députés allemands, vous voyez, c'est pas des députés... un Français peut pas choisir des députés allemands, vous voyez, c'est un peu dommage.
Alors du coup, chaque pays a son nombre de députés. L'Allemagne en a un peu plus, 96, parce que sa population c'est quand même 82 millions d'habitants. La France, 79 députés. Puis certains pays en ont très peu, parce qu'il y a très peu d'habitants. À cette occasion, en 2019, il y a une campagne électorale avec des affiches, tout ça est très démocratique. Ceux qui se présentent, ce sont des partis politiques que l'on connaît en France. En France, les deux partis qui ont remporté les élections européennes en 2019, c'est le Rassemblement national, et puis le parti La République en marche du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Ils avaient des programmes très différents que l'on découvre sur leur affiche. Si je regarde bien l'affiche de La République en marche, fond bleu, le bleu de l'Union européenne, l'Europe est plusieurs fois citée, c'est que ce parti est favorable à l'Union européenne, il souhaiterait qu'il y ait des progrès, des améliorations. Si je regarde l'autre affiche, le Rassemblement national, le bleu c'est le bleu France, le bleu de la France, et puis le mot Europe n'est pas dans le slogan. Il est présent uniquement pour annoncer les élections européennes. C'est normal, c'est un parti d'extrême droite qui est plutôt favorable à la patrie, à la nation, qui peut parfois être nationaliste. Et ils ont obtenu beaucoup de voix, ce qui montre bien que beaucoup de Français se méfient désormais de l'Europe. C'est le scepticisme qu'on a rencontré dans l'exercice. Voilà, du coup, les élections européennes, le résultat pour les 27, c'est que l'extrême droite est quand même assez présente. Ici. Mais il y a beaucoup de partis qui sont quand même favorables à l'Union européenne. Pour terminer, sur cette Union européenne, ces deux personnages sont intervenus ils interviennent régulièrement à l'occasion de cette crise sanitaire que nous vivons. Ces deux personnages, souvent vous ne les connaissez pas, parce qu'ils ont en fait peu de pouvoir. Pourtant, ce sont les visages de l'Union européenne. Ils devraient être plus présents, mais pourquoi ne le sont-ils pas? Lui, par exemple, il est le président du Conseil européen. En fait, il est le président d'un conseil qui réunit Emmanuel Macron, Angela Merkel, et puis c'est Angela Merkel et Emmanuel Macron qui s'expriment. Vous l'avez vu au début de cette vidéo. C'est pas lui qui s'exprime. Pourtant, c'est lui qui est censé représenter tous les chefs d'État des 27 pays de l'Union européenne. Donc lui, on voit très peu. Elle est la présidente de la Commission européenne. C'est celle, normalement, qui prépare les lois. C'est très important. Elle, on la voit un peu plus, mais elle non plus, elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Quant aux membres du Parlement européen, on les voit quasiment pas. Voilà. C'est un peu le défaut de l'Europe. L'Europe, c'est une création incroyable, nouvelle, ça ne s'était jamais produit sur la planète, c'est la première fois que des pays décident de s'associer, d'être solidaires, de mettre en commun plein de choses, mais ça fonctionne pas toujours très bien. Voilà. Ça reste un projet.